Abdelaziz Rahabi, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Je suis vraiment extrêmement honoré de cet accord de ta part. Je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement occupé et excuse-moi de te tutoyer, de ne pas te donner du monsieur le ministre. Voilà. Et On se connaît depuis si longtemps. bon. Écoute, sans plus tarder, moi je suis extrêmement intéressé par ton point de vue concernant finalement la position géopolitique et géostratégique de l'Algérie, particulièrement ce qui se passe aussi à ses frontières. Donc, alors, compte tenu justement de ton expérience, comment tu situes aujourd'hui l'Algérie dans ce nouvel ordre mondial et particulièrement aussi aux défis? Alors, je te disais mon intérêt pour ce qui se passe aux frontières, parce que je considère qu'un pays qui n'a pas suffisamment d'attention fixée sur ses frontières s'expose à quelques complexités. Donc, pour cette première question, je suis convaincu que tu sauras nous apporter un éclairage précieux. Je te remercie pour l'invitation et pour me donner la possibilité de parler de ces questions. Euh, les frontières, c'est plus qu'un marqueur matériel, délimitation physique entre deux pays. Pour nous, les Algériens, ça a une charge émotionnelle, une charge affective extrêmement importante parce que nous avons été pendant toute notre histoire, si ancienne que tout à fait récente, souvent occupés. Donc, des frontières, il y a l'histoire des frontières. Chaque pays a tracé ses frontières selon son propre parcours historique. Chez nous, ça a été très violent, même si les frontières actuelles remontent en fait à la Numidie, aux frontières aussi, surtout à l'ouest. Elle nous renvoie vraiment à la Numidie. Donc, ce sont des frontières anciennes, contrairement à l'idée courante que les frontières ont été tracées par les Français. Parce que tout ça vient d'un principe de l'Union africaine qui veut que les frontières héritées du colonialisme ne soient pas susceptibles d'être retouchées ou redéfinies ou redessinées, sinon cela entraînerait des guerres, des tensions entre tous les pays du continent. Mais les nôtres, dans les formes générales, notamment au nord, elles reviennent à la Numidie, le fleuve Moulouya, dans les frontières de la Numidie occidentale, c'était notre frontière avec le Maroc actuel. Donc la dimension de la frontière est intimement liée à l'histoire du pays. Euh, Elle règle aussi les relations avec les voisins, elle règle les relations avec le reste du monde. Et puis quand on a un pays aussi grand que cette frontière commune, ça donne des obligations, l'obligation de les protéger. Et quand on a des voisins qui ont des économies fragiles, des armées fragiles, c'est l'obligation de projet aussi de protéger les frontières au-delà des frontières du voisin, c'est-à-dire d'avoir des capacités de projection militaire. Et c'est le cas. Toutes nos frontières du Sud, la frontière avec le Maroc, la frontière avec la Libye, sont sous une tension permanente. Ça pose véritablement des défis à l'Algérie de protéger, de contrôler et de prévenir des tensions à ses frontières. La masse territoriale, c'est un atout géopolitique. Bien sûr que c'est un atout géopolitique, parce que les frontières, c'est aussi des lieux d'échange, c'est aussi des lieux de commerce, c'est aussi des lieux qui favorisent le tourisme. Mais c'est aussi des points de risque. Ce sont aussi ils comportent des risques. La libre circulation ne porte pas seulement sur les marchandises, elle peut porter sur les armes, elle peut porter sur le terrorisme, elle peut porter sur des substances nocives comme la drogue. Donc, les frontières sont un atout, bien sûr, mais comportent des risques.
Oui, je te remercie pour cet éclairage précieux et je voudrais aller un peu plus loin en réfléchissant justement ou en abordant la question de l'opportunité de l'intégration potentielle de l'Algérie au BRICS justement pour renforcer cette position géopolitique et puis aussi réfléchir à cette question du nouvel ordre mondial, cette Algérie qui a autant de frontières, cette Algérie qui est aussi grande, aussi vaste, qui fait face à autant de défis, que pourrait lui apporter finalement cette intégration au BRICS pour répondre à ces diverses préoccupations. Je pense qu'on a eu en Algérie un débat très lent sur la question du BRICS. Moi, je n'ai jamais été enthousiaste. Il y a deux volets dans le BRICS. Tu m'entends? Oui, oui, très très bien. OK. Il y a deux volets dans le BRICS. Euh, il y a le fait que le BRICS s'est construit autour, en réalité, d'un corpus euh, idéologique dans lequel l'Algérie a beaucoup apporté. Le non-alignement et le nouvel ordre économique international. Nous avons profité en tant que mouvement de libération du non-alignement, qui nous a beaucoup aidé dans notre lutte pour la libération de l'Algérie, mais nous avons énormément apporté et nous sommes probablement les primogéniteurs de la réflexion sur le nouvel ordre économique international, sur la nécessité de renchérir les matières premières pour favoriser le développement du tiers-monde, le discours qu'on tenait à l'époque dans les années 70, le discours que tenait l'Algérie dans les années 70, c'est un discours vraiment d'actualité. Il y a une profonde injustice dans les relations économiques internationales. Donc, réclamer un nouvel ordre international plus juste qui rétablisse un peu la part des pays pauvres est un discours algérien des années 70. Les BRICS doivent beaucoup en termes de socle normatif euh, des BRICS eux-mêmes. Il reste que quand les BRICS ont l'idée des BRICS a été lancée en 2009 par la Russie, l'Inde, la Chine. Euh, et l'Algérie était dans une situation interne un peu difficile. C'était le début de la maladie du président Bouteflika, c'était le débat sur ouvrir ou ne pas ouvrir la constitution à la présidence à vie qui nous a menés vers Hérac. Donc l'Algérie n'était pas stable institutionnellement. Le pouvoir du président s'était rétréci en raison de ses soucis de santé. Et il faut dire aussi que nous n'avons jamais envisagé les BRICS comme une alternative à l'échec de l'UMA ou à l'échec de l'Union pour la Méditerranée, par exemple. Parce qu'il y avait des espaces dans lesquels, le plus naturellement du monde nous pouvions évoluer. C'est l'Euromed. Moi, je suis un grand défenseur de cet espace de coopération qui est l'euro-méditerranéen et qui a commencé avec le processus de Barcelone en 1994, dans lequel les Espagnols, les Italiens se sont beaucoup investis. Mais c'est un processus qui a été complètement perverti par Sarkozy en 2008, quand il a introduit, la France a introduit cette idée d'union pour la Méditerranée, qui avait, à mon sens, un seul objectif, c'était de régler le problème de la demande de la Turquie, d'entrer de la Turquie à l'Union européenne. Ils ont trouvé un espace dans lequel la Turquie pourrait se sentir plus européenne sans entrer dans l'Union européenne et dans lequel Israël pouvait entrer euh, dans le processus euro-méditerranéen, ne pouvant pas elle-même être membre de l'Union européenne. Donc c'était une sorte d'équilibre précaire euh, euh, qui avait été réfléchi par Sarkozy et son équipe, et qui a beaucoup fait de mal. Il a échoué, lamentablement. Et ça nous a fait perdre beaucoup de temps dans ce processus.
Donc, les BRICS n'ont pas été envisagés. Pour moi, ce n'est pas une alternative ni à l'Union pour la Méditerranée, à, un processus euro-méditerranéen, ni une alternative à l'Union du Maghreb, hein, pas du tout. Ni une solution au problème interne de l'Algérie. Le problème institutionnel d'Algérie, les problèmes de pauvreté, les problèmes de démocratie, les problèmes de gouvernance, les problèmes de liberté d'expression, ce n'est pas du tout une alternative. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas très enthousiaste sur le volet politique. Probablement, les BRICS vont avoir beaucoup de succès économique, mais politiquement, il est très difficile de concilier les intérêts de grandes puissances comme l'Inde ou la Chine. Sur la question diplomatique, je ne pense pas personnellement que les BRICS apporteront chose. Deuxièmement, j'ai le sentiment personnellement que euh, les BRICS sont, les membres fondateurs des BRICS se comportent un peu comme les membres du Conseil de sécurité. Bon, ils ont fondé les BRICS, donc c'est eux qui ont parrainé le deuxième groupe, et c'est eux qui vont parrainer le troisième groupe qui va entrer dans les BRICS. Il y a une sorte de position de domination de fait du BRICS par les primo-fondateurs, plus de l'Afrique du Sud qui est arrivé en 2011. Euh, je pense que ça va affaiblir un peu les BRICS sur le plan euh, politique, sur le plan diplomatique. Ce qui va beaucoup émerger dans cette histoire de BRICS, c'est la banque. Si la banque s'investit véritablement, comme elle le prétend et comme elle s'appelle, pour le développement. Mais finalement, quelle stratégie on doit adopter en Algérie? On est en train de... Avec le BRICS, on avait eu l'impression qu'on se tournait vers le sud, qu'on regardait vers le sud, ce qu'on appelle maintenant communément le sud global, l'appétit de l'Algérie pour l'Afrique depuis quelque temps. On ne... en apparence, on ne veut plus regarder vers le nord, quoi, vers Si, l'Europe, si, plus si, exactement. je pense qu'il ne faut pas s'exclure ni du Nord ni du Sud de la réelle politique et des intérêts. Je recommande d'aller chercher ces intérêts. Le BRICS, c'est quand même 42% de la population mondiale, c'est 25% du PIB mondial. C'est peut-être des banques, j'espère. J'espère que cette banque des BRICS va fonctionner différemment, qu'elle va être moins mercantile est moins contraignante que le FMI et la Banque mondiale et la Banque européenne de développement, et même la BAD. Il y a des taux d'intérêt prohibitifs. Si le BRICS propose un schéma de financement plus social et moins corporate, ce serait intéressant pour l'Algérie. À mon sens, nous ne devons négliger ni le Nord ni le Sud, parce que nous sommes un pays méditerranéen. Nous avons vocation à être universels. Nous n'avons pas vocation à nous à aller exclusivement dans les BRICS ou à aller exclusivement dans les relations avec l'Union européenne ou avec l'ASEAN ou avec les marchés en Amérique latine. Je pense que nous avons vocation à avoir une économie universelle. Mais justement, c'est Abdelaziz, comment maximiser? Vous dites, il ne faut pas négliger le Nord, il ne faut pas négliger le Sud. Malheureusement, les événements actuels au Proche-Orient ont tendance à amener évidemment nos sociétés civiles à ne plus avoir envie de coopérer avec le Nord, qui est devenu réellement perçu, du moins, comme un ennemi juré des populations du Sud global. Mais comment maximiser notre influence? Parce que l'Algérie devrait être influente et on a le sentiment que nous n'avons plus de poids. Je suis désolé, mais c'est une perception de citoyen. Mais je pense que les opinions publiques en Algérie et dans le monde arabe et musulman en général sont conscientes qu'il y a un décalage entre les opinions publiques en Occident et les gouvernants, les politiques gouvernementales, les politiques des pouvoirs publics, les politiques des États sur la question palestinienne sont en décalage avec les opinions publiques. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une sorte de convergence des opinions publiques maintenant
entre le Nord et le Sud sur notamment la question de la Palestine et de la profonde justice dont souffrent les Palestiniens. Euh, Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr qu'il y a un recul de la confiance dans les gouvernants. Quand on voit la position des États-Unis ou celle de la Grande-Bretagne, il est difficile de ne pas demander à l'opinion publique du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, non, euh, d'avoir d'avoir de la compréhension, ne peut que rejeter les positions officielles des Américains et des Anglais. Mais il y a en même temps des manifestations impressionnantes à Londres et régulièrement aux États-Unis contre le génocide à Gaza. Donc, je pense qu'il y a une sorte de revanche qui était attendue par beaucoup d'entre nous, des sociétés civiles. C'est le cas en Algérie, hein. Attention, il ne faut pas se voiler la face. En Algérie, depuis Hirak, il y a un processus culturel et politique euh, innovant. Bon, l'histoire de l'Algérie, parce qu'il a été pacifique et il n'avait que des recommandations, que des demandes de revendications à caractère politique. Remarque, il y a un frémissement dans la société impressionnant d'idées, d'innovation, d'autonomie par rapport à la décision, par rapport au discours officiel. C'est impressionnant. Et il y a un processus qui est en train de se former en Algérie, c'est l'autonomie de la société civile par rapport au discours officiel. Ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans l'économie d'universalité, de globalité. Les Algériens s'insèrent de plus en plus dans l'universalité. Pas seulement par les réseaux sociaux, hein, par les idées, par la modernité, par l'école, par il y a une société nouvelle qui émerge. Et je pense que l'une des plus grandes leçons, un des indicateurs de l'émergence de cette nouvelle société, ça a été incontestablement l'Irak. La technologie aidant, on est en train d'entrer dans véritablement une nouvelle ère d'échange et de rôle des sociétés civiles. La pensée politique a beaucoup, beaucoup évolué en Algérie. Moi, je suis de ceux qui considèrent que les transitions se font comme ça, elles se font c'est des transitions à caractère culturel. Nous n'avons pas fait une transition économique en Algérie, nous ne sommes pas sortis encore du modèle mi-État, mi-public, mi-privé, du modèle bureaucratique dans lequel l'administration gère tout. Par contre, dans les idées politiques de la société, nous avons beaucoup évolué. Algérie, nous sommes plus ouverts. Euh, Nous avons un rapport plus fort avec le temps réel, avec le reste du monde. Nous sommes vraiment entrés dans la modernité politique avec Hirak. Ça ne s'exprime pas dans la gouvernance, ça ne s'exprime pas dans la représentation politique, mais cela se fera un jour. Je ne sais pas dans combien de temps, mais cela se fera un jour. Abdelaziz, c'est une très très belle note d'espoir pour conclure nos échanges. À moins que vous ayez envie de Merci dire un dernier beaucoup. mot, ça Merci. me, à votre... Merci. Je pense que une des contraintes sécuritaires que nous avons, ça reste le Sahel. À mon sens, le Sahel est une zone à observer parce que c'est devenu une zone d'influence euh, internationale. Il y a de plus en plus d'intervenants. Il devient toujours plus complexe de comprendre un problème quand le nombre d'intervenants se démultiplie. C'est comme la Libye. Et maintenant, c'est le Sahel. Le terrorisme s'est déplacé un peu de l'Afghanistan vers le Moyen-Orient et puis chez nous. Maintenant, il est à nos frontières. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'armements sophistiqués qui circulent. Il y a des risques de flux migratoires massifs que personne ne pourra absorber dans la région. Je pense que nous devons être très vigilants à ce qui se passe à nos frontières du Sud. Je vous remercie et je tenais à vous dire que c'est vous qui, à travers les divers échanges et discussions que nous avons eues ou de vos interventions,
qui m'avait donné la passion de regarder ce qui se passe aux frontières d'un pays, quel qu'il soit. Et je ne regarde plus les cartes du monde comme je les regardais avant, je les regarde toujours par rapport aux frontières et j'arrive à projeter les problèmes que vivent des pays simplement en regardant les pays frontaliers. Donc, vous avez eu raison de conclure avec cette touche sur le Sahel qui est véritablement une grande, grande préoccupation. Vous avez parfaitement raison. Je vous Merci, remercie. merci Slim. Merci. À bientôt. Bon courage, à bientôt.